c'est un plaisir pour moi de parler un tout petit peu de stockage d'énergie, qui est une partie vraiment essentielle dans les nouvelles stratégies énergétiques, avec les meilleures exploitations de nos ressources, dont les énergies renouvelables. Sur ce slide, vous voyez que j'ai choisi ça comme fond, la grande vanne d'une grande installation de pompage-turbinage qui permet de stocker de l'énergie sous forme hydraulique et dont nous allons dire quelques mots. Vous voyez ici la taille du personnage qui se trouve à gauche sur ce fond de slide. Mon parcours, eh bien, vous pouvez le lire, vous pouvez le voir sur le site Pressens et je ne vais pas m'éterniser sur ce point-là. Parmi les énergies renouvelables, ce qui est très, très important, c'est de distinguer un tout petit peu leurs caractéristiques. Et vous voyez ici, naturellement, en haut, l'énergie hydraulique, qui est traditionnelle, avec l'énergie d'accumulation. Et puis ensuite, l'énergie au fil de l'eau, qui, elle, est plus sensible aux aspects saisonniers dans pas mal de pays. Et puis, en bas, on a les énergies qui sont dites intermittentes, l'éolien et le solaire. Avec cette intermittence, il va falloir le prendre en compte, notamment avec les outils de stockage. Et finalement, à droite, on a la géothermie, avec la géothermie de haute profondeur qui permet de générer de l'électricité. L'énergie, la géothermie avec les sondes géothermiques de faible profondeur qui permettent de stocker du chaud et du froid par l'intermédiaire de pompes à chaleur. Et puis en bas, on a la biomasse qui a toujours joué un rôle important, mais qu'on va perfectionner dans le futur pour mieux utiliser ces ressources, y compris aussi les ressources d'eau superficielles qui jouent un rôle pour les pompes à chaleur et qui font partie de l'environnement, qui va nous aider à beaucoup mieux produire les services énergétiques du futur. Si on regarde maintenant les variations, les besoins, eh bien, la demande mensuelle d'énergie finale. Énergie finale, ça veut dire énergie que l'on peut acheter au sens des économistes. On voit qu'il y a une très très forte dépendance saisonnière de janvier à décembre, et avec toutes les applications, mais en particulier les applications de chauffage qui sont ici en bleu intermédiaire et qui sont très saisonnières par rapport à d'autres applications comme le transport, qui est beaucoup mieux réparti sur toute l'année. Si on regarde maintenant un scénario, par exemple, ça c'est un scénario suisse, mais qui pourrait s'appliquer aussi en France, qui serait un scénario entièrement renouvelable pour la production d'électricité, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout à fait en mesure dans ce scénario de satisfaire complètement la demande, qui est représentée ici par cette ligne en escalier en haut, qui représente la consommation d'énergie en hiver. Et puis, toutes les barres verticales représentent la production, et avec un excédent en été qu'il s'agit d'exploiter sous forme de stockage idéalement. En France, les variations saisonnières sont encore plus fortes par le fait qu'on a de l'électricité directe pour le chauffage, une grande partie, et on voit donc que cette partie saisonnière est absolument importante. Je me balade maintenant en Allemagne, un petit peu entre le 30 octobre et le 1er novembre, parce que l'Allemagne est le pays qui a le plus investi, un des pays qui a le plus investi dans les renouvelables. Et on voit ici, ce qui est en gris, c'est le conventionnel, lignite, charbon, gaz, nucléaire, ces 2 jours-là. Et puis en vert, on a l'éolien offshore, et puis l'éolien onshore, c'est le gris vert, et finalement le solaire en jaune. Et on voit également sur cette vue que les prix de l'électricité sur le spot européen, les prix spot sont très, très variables. Ils vont de 0, voire même des fois négatifs, à quelque chose comme 9 centimes d'euros le kilowattheure. Mais ces prix sont encore extrêmement bas pour des raisons qu'on abordera plus tard. Mais toujours est-il qu'on voit sur ce graphe que dès qu'on veut aller avec de fortes parts de renouvelables, on augmente bien sûr la variabilité de la demande énergétique. En France, c'est plus calme puisqu'on a toute cette masse jaune qui est la partie, dans les mêmes jours à peu près, qui est la partie nucléaire, avec des fluctuations qui sont moindres, mais quand même, on a par exemple le jour correspondant au petit pointillé sur le graphe, il y avait 2692 mégawatts de pompage qui pouvaient être utilisés comme stockage et 3600 mégawatts d'exportation ce jour-là
comme opportunité. Quelles sont en gros les opportunités pour le stockage? On dit il y a l'équilibrage de charge que l'on voit ici à gauche, c'est-à-dire qu'on peut décaler la production et la consommation. Il y a l'écrêtage, on peut permettre de limiter les pointes en stockant dans des batteries et en redonnant l'électricité après. On peut faire du contrôle de fréquence, ça on le fait avec des unités de stockage à très très court temps d'intervention qui vont de la milliseconde à la seconde. On peut lisser les renouvelables, comme on le voit tout à droite. On peut aussi éviter les charges partielles, qui sont souvent des charges qui sont produites à faible rendement. On peut réduire la nécessité d'avoir des réserves tournantes, c'est-à-dire des unités qui soient prêtes à réagir très très rapidement en cas de chute brutale de la production d'énergie renouvelable. On peut travailler aussi sur l'alimentation de secours et les black start si on a eu vraiment un blackout au niveau du réseau. Et finalement sur le contrôle des puissances et le marché des capacités, pour autant que le stockage soit autorisé sur ce marché, ce qui est un élément de régulation à clarifier. Quelle est la concurrence pour le stockage? Le stockage nécessite un investissement, ça se traduit aussi par les pertes d'efficacité, puisqu'on a toujours un round trip entre chargé et déchargé. Et là, on peut dire que la concurrence, c'est le renforcement des réseaux qui permet de mutualiser plus entre pays, notamment les différences de charge. La surcapacité en centrale, actuellement c'est le cas en Allemagne, où il y a une surcapacité très importante pour les centrales qui ont, l'Allemagne à peu près le double de ce dont elle a besoin en capacité de centrale. Les arrêts on peut aussi arrêter la production d'éolien si on en a trop sur le réseau, mais évidemment, ça, ce sont des pertes nettes, mais qui peuvent être avantageuses économiquement dans certaines circonstances. Et puis, il y a les supergrids. Alors là, on parle de continent à continent, par exemple d'Afrique à l'Europe. Et aussi les stratégies de réponse à la demande. On peut beaucoup mieux ajuster les charges intelligemment à l'intérieur des habitations notamment, et décaler les charges pour éviter les pointes. Ce sont les éléments, les approches qui permettent de concurrencer d'une certaine manière le stockage. Maintenant, si on résume les types de stockage, et on doit le faire en fonction des échelles de temps, on a tout d'abord le stockage saisonnier, et là, on n'a pas beaucoup de marge. On a l'élévation des barrages d'accumulation hydraulique, la biomasse et les carburants synthétiques, et puis le stockage de chaleur et de froid dans le sol. Et puis au niveau journalier ou hebdomadaire, là on parle du pompage turbinage hydraulique, c'est-à-dire qu'on a des cycles beaucoup plus fréquents. L'air comprimé peut être utilisé, les batteries électriques qui sont en forte croissance, y compris dans des véhicules. Les hydrolyseurs qui permettent de faire de l'hydrogène et puis ensuite d'exploiter proprement cet hydrogène. Le stockage thermique sous forme d'eau chaude, de glace, le sol ou bien les sels fondus qui sont à des températures élevées dans certaines centrales solaires. Et finalement, le rapide, les supercapacités, les volants d'inertie magnétique, je dirais très peu de choses de ces techniques-là. Alors, revoyons un tout petit peu ça. Stockage saisonnier, vous voyez ici à gauche un barrage en élévation, en surélévation. C'est clair qu'on peut accroître la quantité d'eau stockée pendant l'été, sachant qu'actuellement, la plupart de ces barrages sont sous-dimensionnés, c'est-à-dire qu'on reçoit tellement d'eau l'été qu'il déborderait et on peut donc exploiter cette eau en turbinant cette eau pendant qu'on remplit les lacs. Et ça, évidemment, si on élève les barrages, on pourrait en utiliser un tout, puis en stocker un petit peu plus pour l'hiver. Ça permettrait également une meilleure protection contre les crues. Et puis, à droite, on trouve ici, sur ce diagramme, que j'ai emprunté à mon collègue Zuttel, l'approche qui consiste à refaire des carburants synthétiques, gazeux ou liquides, à partir des ressources, des excédents d'énergie que l'on a. On peut le faire soit directement en produisant de l'hydrogène, soit par le biais d'hydrolyse. Et ensuite, on a de l'hydrogène et de l'oxygène, et on peut, dans des centrales, en refaire une synthèse entre le CO2 et l'hydrogène pour refaire des hydrocarbures qui peuvent être du méthane ou des chaînes plus longues liquides. Et puis finalement, si on fait tout cet effort et qui coûte aussi, eh bien ce n'est pas pour dépenser ça dans des chaudières, mais plutôt dans
applications efficaces de conversion de ces ressources en énergie, en particulier, par exemple, dans les piles à combustible, qui permettent également d'être beaucoup plus efficacement décentralisées pour produire de l'électricité et de la cogénération de chaleur et d'électricité. À ce titre-là, je prenais quelquefois l'exemple du fromage pour dire qu'on doit faire la même chose en énergie. Vous savez que les fermiers dans le passé, comme on le voit en haut à droite, ils ne pouvaient pas redescendre le lait tous les jours. Donc, ils avaient inventé le fromage et on voit ces meules de fromage qui étaient transportées par des mulets. Eh bien, en énergie, on va faire un petit peu la même chose si on veut évoluer vers une société qui joue beaucoup plus sur les renouvelables. Donc, j'ai parlé d'utilisation efficace de l'énergie. On a, par exemple, les piles à combustible. C'est pour ces carburants synthétiques qu'on aurait créés et qui sont fatalement coûteux et qui ont représenté une perte d'énergie entre 30 et 50%. Eh bien, on peut les exploiter dans ces piles. Ici, il y a 6 familles ou 5 familles de piles à combustible. En gros, on voit sur ce diagramme en bleu l'anode et la cathode. On a une électronique en rouge. Et puis, d'un côté, on alimente en carburant, de l'autre côté, on alimente en oxydant. Et il y a des ions, suivant les familles, ce sont des ions d'oxygène qui traversent, ou bien des ions d'hydrogène, mais toujours est-il que ça permet de faire de l'électricité à partir de là. Les 2 familles les plus importantes à l'heure actuelle sont les PEFC en bas de l'échelle de température, qui sont utilisés pour les voitures, avec des membranes polymères, des électrolytes polymères. Et puis, tout en haut, en température, les SOFC, qui permettent d'exploiter directement le gaz naturel, le méthane du gaz naturel. Certaines de ces piles, comme les SOFC, peuvent être également inversables, c'est-à-dire qu'on peut les transformer en power to gas, c'est-à-dire qu'on peut faire à partir d'électricité excédentaire du gaz, de l'hydrogène, pendant qu'on a trop d'électricité, et puis ensuite utiliser les mêmes composants, mais inverser les flux pour faire du gas to power, et ainsi pouvoir utiliser un composant qui permet de stocker et de déstocker en décentralisé grâce à ces techniques qui sont un peu futuristes, mais qui commencent à être fortement, à s'améliorer énormément sur le marché. À part ça, on a le stockage par air comprimé, et là, on a là, par exemple, c'est la grande centrale de Hansdorf en Allemagne. On stocke à ce moment-là de l'air comprimé dans des cavernes, qui étaient des cavités salines, qui permettent de stocker de l'air jusqu'à 70 bars, 70 bars, pardon, et avec des machines qui sont des gros compresseurs et des grosses turbines, comme on le voit ici à droite. Et puis, à part ça, on peut le faire à plus petite échelle, dans des stockages dans des tubes d'acier, en utilisant le piston liquide d'une turbine et d'une pompe hydraulique. On voit qu'on peut pomper de l'eau dans ces tubes, l'air est à ce moment-là comprimé et sert de ressort, et puis ensuite, quand on a besoin d'électricité, on peut turbiner cette eau et ainsi récupérer de l'électricité. Et ça, on peut le faire à des tailles moyennes, voire petites éventuellement. Si je reviens sur le pompage, le stockage journalier, par exemple, l'exemple de Nandodrance, on voit ici en bas les 2 barrages qui sont superposés. En gros, ça consiste quand on a besoin d'électricité, à turbiner de l'eau du barrage supérieur avec en rouge, par exemple, la trajectoire qu'il passe. Dans une caverne, on a des turbines Francis qui permettent de turbiner cette eau et on réinjecte dans le barrage inférieur. Et puis, quand on a trop d'électricité, on veut la stocker, alors on fait la trajectoire inverse avec la trajectoire bleue. Et à droite, vous avez la chambre des machines qui est en cours de construction. On aura ici 6 turbines pompes de type Francis qui permettront de faire ceci pour une puissance de 900 MW, c'est-à-dire une puissance très très élevée. C'est une installation franco-suisse. On a aussi le stockage par des cycles thermiques inversables sur lesquels j'ai travaillé aussi avec notamment ABB Research et maintenant qui était exploité par MAN, où on joue sur 2 stockages, de l'eau d'une part, de l'eau chaude, et puis de la glace d'autre part, et on établit des cycles. Ici, c'est un cycle à CO2, un cycle de pompe à chaleur en rouge et un cycle moteur, ou RC, en bleu à droite. Et là, on arrive à obtenir des efficacités round-trip des efficacité de l'ordre de 50 à 60% si on conçoit très bien le système.
À part ça, on a aussi d'autres formes de stockage. J'ai travaillé là-dessus. On a travaillé avec des Coréens sur ce stockage assez supercritique ou transcritique de CO2 avec des transformations isothermes qui jouent aussi avec de l'eau chaude et de l'eau froide. Et on peut travailler avec ces cycles qui sont aussi des approches un peu futuristes, mais qui pourraient contribuer au stockage. Alors passons maintenant à l'autre catégorie qui est très importante, c'est la catégorie des batteries électriques et autres. Ici, en bas à gauche, on voit une batterie électrique au lithium en mode de décharge. C'est clair qu'on a deux électrodes, une négative, une positive, et puis on a des ions qui traversent un séparateur, une membrane, et on a un électrolyte dans ces unités. Et les batteries lithium-ion notamment sont très importantes pour le futur et elles sont en fort développement maintenant, de même que d'autres batteries que l'on voit sur ce diagramme à droite, où on a dégagé le temps de décharge de secondes à minutes à heure. On retrouve bien sûr ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire tout à droite en haut, le pompage et turbinage hydraulique, l'air comprimé, qui peut être fait jusqu'à des très hautes puissances, mais à vrai dire, cette barre d'air comprimé, on pourrait la ramener sur toute la gamme parce qu'on peut faire aussi de l'air comprimé à faible puissance. On a l'hydrogène dont on a parlé, un mode de stockage, un mode intermédiaire. Les batteries NAS, qui sont des batteries sodium soufre. Par exemple, une telle batterie a été installée à La Réunion par EDF en 2010. Ces batteries ont des électrodes qui sont liquides à quelques 300 degrés. Et ça, c'est une particularité, de même que des batteries qu'on appelle flow batteries, qui sont redox flow, qui sont des batteries à flux ou à écoulement, où aussi les électrodes sont liquides et peuvent être stockées dans des modes de stockage. Mais encore une fois, c'est surtout les batteries lithium-ion maintenant qu'on le vend en poupe, et on va beaucoup utiliser, on va voir ces batteries émerger sur le marché à l'heure actuelle. Si on fait encore deux autres diagrammes de comparaison, tout d'abord le rendement de conversion en fonction du nombre de cycles, c'est le diagramme de gauche. Et là, on voit que les lithium-ions dont je parlais sont très performantes à cet égard. On retrouve aussi le pompage-turbinage qui est un peu intermédiaire, l'air comprimé, et qui sont, mais on voit que le nombre de cycles est bien sûr plus facilement obtenable sur la durée de vie avec du pompage-turbinage et avec des capacités ou avec des volants d'inertie qu'elle l'est avec des processus électrochimiques comme les batteries lithium-ion. Et à droite, on retrouve le coût spécifique de capacité d'énergie. C'est ce que vous allez payer pour acheter une telle installation. Et puis, en fonction du coût spécifique de capacité en puissance. Et là, on voit bien sûr le pompage-turbinage est bien placé avec un bas coût à la fois en capacité d'énergie et en capacité puissance. L'air comprimé est un peu moins bon et les lithium-ions sont un peu plus chers, mais on va le voir, elles se répandent très rapidement maintenant sur le marché. Et on voit ce diagramme, par exemple, ça c'est l'évolution du prix des batteries lithium entre 2010 et 2020, bien sûr ce qu'on attend, et on voit qu'on passe de $1000 au kilowattheure stocké à maintenant, en 2015 on avait 300 et on espère atteindre 150 en 2020. Et puis cette forte dynamique a induit naturellement toutes sortes de nouvelles installations. À droite, une nouvelle toute récente, c'était dans l'Utility Drive du 9 novembre. On voit qu'ils annonçaient que la Californie avait décidé, PG&E, qui est le principal opérateur en Californie, avait décidé de remplacer 3 centrales à gaz avec les plus grosses batteries lithium-ion du monde. Une de 567 MW de Vistra Energy qui appartient à Denergy, et puis 182 MW de Tesla. Et quand on parle de Tesla, ça nous amène tout de suite, bien sûr, à la mobilité électrique qui va jouer un grand rôle.
Et c'est clair que les batteries que l'on produit pour les automobiles ont des exigences d'ailleurs plus importantes que celles qui sont utilisées en stationnaire, raison pour laquelle on envisage même dans le futur d'utiliser les batteries usagées de véhicules comme batteries de stockage en stationnaire, et ça va aussi faire évoluer pas mal le marché. Si on parle maintenant des acteurs du développement en matière de stockage, alors là, bien sûr, on a énormément d'acteurs à l'heure actuelle. Il y a d'abord les compagnies qui produisent et distribuent de l'électricité, telles qu'EDF, les fabricants de batteries électriques, par exemple des Varta, et d'autres Saft. Il y a également les distributeurs de réseaux, gaz, hydrogène, services industriels qui sont naturellement intéressés à jouer leur rôle dans l'équilibrage des réseaux. Les autorités de régulation sont très importantes, notamment quand il s'agit de gérer les capacités, le marché des capacités. Aux États-Unis, ça semble se libérer. En Europe, on a encore des choses à faire dans ce domaine pour favoriser les unités de stockage. Les développeurs de parcs éoliens et de systèmes solaires, on leur demande de plus en plus de faire un effort aussi pour un petit peu diluer leur courbe de production. Les fournisseurs de solutions intégrées dans le bâtiment, parce que le bâtiment est un des forts consommateurs de besoins énergétiques. Les grands acteurs de la mobilité, les transports électriques, les distributeurs de carburant, Total, etc. Les fournisseurs de centrales thermiques et hydrauliques et d'équipements électriques, Schneider Electric par exemple, etc. Les spécialistes et les startups travaillant sur les carburants synthétiques et les piles à combustible qui sont en plein développement, les gestionnaires d'infrastructures, et puis la recherche et l'ingénierie en particulier dans le domaine des matériaux. Et là, c'est aussi un domaine où évidemment le recyclage des matériaux va être très très important dans le futur par rapport à beaucoup de ces approches. Et bien sûr, tout ça évolue rapidement et au gré de rachats, de partenariats, de projets. C'est un monde qui est en pleine dynamique. Alors, si j'arrive à une conclusion, on va vers, de toute façon, une part beaucoup plus importante de l'électricité dans le futur, avec des micro-réseaux qui sont connectés à un réseau principal. Le stockage d'électricité va être un élément clé de cette transition vers les renouvelables. Le stockage journalier d'énergie, en particulier d'électricité, a le vent en poupe. La concurrence entre les solutions de stockage d'électricité centralisées et décentralisées existe. C'est clair que le pompage-turbinage requiert d'énormes investissements sur de très grandes durées et maintenant avec les solutions décentralisées a un concurrent sérieux. Le stockage saisonnier reste un très grand défi économique, les carburants synthétiques et leur utilisation. Et finalement, il ne faut pas oublier l'énergie grise, l'énergie de fabrication des composants et le recyclage des matériaux qui représentent aussi un autre défi. Alors, j'aimerais vous laisser sur cette image, un peu de rêve, cet avion solaire qui a fait le tour du monde, auquel l'EPFL a contribué, et ceci grâce à des batteries performantes. C'était quand même remarquable de pouvoir faire ceci. Alors, n'oubliez pas de stocker vos bonnes énergies, et je vous remercie de votre attention. Thanks a lot.